Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite Légendaire. Tout d'abord, avant d'attaquer cette review, un gros merci à tous, puisque nous avons à nouveau atteint le stade symbolique des 200 abonnés. Alors en soi, à l'échelle de YouTube, c'est pas grand chose, mais il faut pas minimiser votre implication. Franchement, je vous remercie beaucoup, c'est très important pour moi. La chaîne se relève, comme vous le savez, j'ai dû la redémarrer de zéro, donc ça fait vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Merci à tous. Tout de suite, générique. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité manga et notamment de Dragon Ball Super. Eh ouais, Dragon Ball Super. Un retour a été acté. Donc voilà, ça c'est une première bonne nouvelle. Il n'a néanmoins pas été daté et ça c'est un peu plus dommage. En soi, on va leur laisser prendre le temps de se restructurer. C'est pas un petit événement, hein, la mort du maître. Donc il faut qu'ils prennent le temps de remettre les choses dans le bon ordre et qu'ils prennent le temps de faire les choses bien. C'est tout ce qu'on leur demande. Vraiment, on n'attend que ça. Ceci étant dit, donc nous n'avons pas de date de reprise et a priori ce serait le chapitre 104, donc le manga qui reprendrait. On ne parle pas encore de l'animé, de la suite, de l'adaptation animée de Dragon Ball Super, puisqu'il y a les arcs du prisonnier de la patrouille galactique et l'arc Granola également qui sont en attente. Sans parler de l'arc Dragon Ball Super Super Hero, qui j'espère ne sera pas adapté en animé, parce que on a le film. C'est suffisant pour moi à mon sens, et je pense qu'ils l'animeront quand même. Donc les questions qui se posent sur cette reprise, c'est quand est-ce que ça va reprendre chronologiquement? Est-ce qu'ils vont reprendre directement après le 103? Rappelons le contexte, nous sommes très proches du 28e Tenkaichi Budokai, donc de la fin de la saga Dragon Ball en manga, et donc il va falloir raccrocher les wagons au bout d'un moment. Quid de Oob, quid du 28e Tenkaichi Budokai? Voilà, il va falloir remettre les choses dans le bon ordre. Et à mon sens, ce serait intelligent de nous faire reprendre le manga après le 28e Tenkaichi Budokai. Ou, pourquoi pas une réécriture, hein, mais ce serait dommage. Ce serait dommage de réécrire tout ça. Donc une fois encore, on va voir, on va leur laisser le temps de mettre un scénario en place. Pitié, mettez-nous un scénario en place. J'ai très peur. J'ai très peur. J'espère que ce ne sera pas comme le dernier hiatus de 4 mois où finalement on s'est retrouvé avec rien du tout. Donc il y a énormément de choses à raconter là-dessus. On a Black Freezer qui a été teasé à la fin de l'arc Granola. Donc beaucoup de choses à voir, beaucoup de possibilités. Tous les champs des possibles sont ouverts et j'ai très hâte. Dans cette vidéo, voilà, maintenant que cette longue introduction est finie, nous allons parler des réussites et des échecs selon moi de Dragon Ball Super, que ce soit en manga ou en animé. Je vais faire un croisé un petit peu entre les deux médiums, puisqu'il y a beaucoup de choses à raconter. Et j'ai beau rager sur Dragon Ball Super, il y a beaucoup de positifs. J'ai été longtemps un fervent défenseur de Toyotaro, et c'est pour ça que j'ai d'autant plus mal au cœur de lui taper dessus ces derniers temps. Tout de suite, les réussites. Alors quand on va parler des réussites de Dragon Ball Super, déjà il va falloir parler de l'introduction des différents univers. Ça, d'étendre le lore de la saga au-delà de leur propre univers, c'est génial. Mais il nous manque du dantesque, quelque chose d'impactant, quelque chose de stratosphérique. On est dans des combats d'ordre divin, donc bon, ça j'en parlerai en deuxième partie. Mais c'est déjà beau d'avoir introduit ces différents univers, notamment les notions d'univers jumeaux. L'univers 6 et 7, j'ai trouvé ça très fun. Avec l'introduction de nombreux personnages très charismatiques. Et d'ailleurs, j'en viens au second point, l'introduction des anges et des Akaishin. Voilà, toute cette hiérarchisation divine. Zeno, le grand prêtre, les anges, les Akaishin, il y a vraiment beaucoup de choses très fun. Un autre point sur lequel je veux revenir, c'est le retour et la canonisation de nombreux personnages de la licence. Donc je pense notamment à Broly, à Gogeta, qui sont à la fois les mêmes et différents. On a repris ce qui faisait le sel de ces personnages, notamment le mode Berserk pour Broly, mais Broly a eu droit à une réécriture complète, et c'est bien une des rares fois où Dragon Ball Super nous a proposé quelque chose qui est pour moi mieux que le matériau d'origine. Ils ont sublimé le personnage de Broly, ça m'a énormément plu. On n'est plus sur un personnage en mode Kakaroto.
What's the problem, Kakarot? Voilà, il peut aligner plus de 3 mots de vocabulaire, il sait faire des phrases complètes, même s'il est un peu sauvage, et ça fait plaisir. Et quand je parle de retour, je pense notamment à Mirai Trunks. C'était un vrai kiff de le revoir. Quand ils nous l'ont teasé, j'étais comme un dingue. J'étais là, je fais non, énorme. On a droit à de nombreux antagonistes très charismatiques. Je pense à Heto, avec son saut temporel, le Tokitobashi. Incroyable. Hit, c'est vraiment l'un des premiers méchants Enfin, méchant. On peut même pas dire que ce soit un méchant, un antagoniste, voilà. Mais c'est l'un des premiers nouveaux personnages de type antagoniste qui m'a fait vibrer dans Dragon Ball Super. C'était incroyable. Bien plus que Beerus. Plus les nouvelles formes, un retour en premier plan de Vegeta également avec le SSJ Blue. Vegeta qui défouraille bien Golden Freezer dans Fukatsu no F, donc ça aussi ça faisait plaisir. Voilà, beaucoup de points positifs, hein, notamment un arc en particulier qui pour moi était la masterclass de Dragon Ball Super, l'arc Black Goku. On s'est posé beaucoup de questions chaque semaine, il y avait une hype monstrueuse, c'était incroyable. Et vraiment l'idée d'introduire du coup un Goku maléfique comme ça, en opposition à Mirai Trunks, des switches temporels comme ça entre les deux timelines, c'était trop cool. Le Super Saiyan rosé, franchement, il pète la classe. Son chara-design est fou. C'est juste dommage que le dessin de Dragon Ball Super ne suive pas autant que la saga Dragon Ball en fait. Ça, on en reparle plus tard. Toujours dans les points positifs, l'OAV Dragon Ball Super Broly. J'en avais déjà parlé, mais voilà, ils ont repris et canonisé tout un background, que ce soit pour Goku, Vegeta, Broly. Ils les ont mis en opposition, ces trois-là. C'est très cool d'avoir mis Broly au même niveau que les deux Saiyans qu'on connaît déjà. C'est très très chouette. Vraiment, j'ai énormément apprécié. Bon, le scénario est gentillé parfois, c'est beaucoup baston, baston, la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, j'aime bien la bagarre. Moi, la bagarre. Mais bon, en soi, c'était pas mal. Et dans le manga, pour revenir à l'arc Black Goku, j'estime que c'était vraiment le prime de Toyotaro sur Dragon Ball Super. C'est vraiment le premier arc où il a apporté une réelle plus-value à la licence. J'ai vraiment apprécié, notamment Goku qui utilise le Hakai. Alors je sais pas si par la suite, avec l'introduction de l'Ultra Ego et de Vegeta qui utilise lui-même le Hakai, puisqu'il a été initié par Beerus à la forme un peu des Hakaishin. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que Toppo est en quelque sorte en mode Ultra Ego, ou est-ce que c'est propre à Vegeta? Beaucoup de questions en suspens. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais très intéressé d'avoir votre avis sur le sujet. Et bon, toujours dans le manga, les arcs prisonniers de la patrouille galactique et Granola introduisent un petit peu plus et cherchent à développer une forme de rédemption de Vegeta, notamment vis-à-vis de ses crimes passés envers le peuple Namek dans l'arc prisonnier de la patrouille galactique. J'ai trouvé ça une putain de bonne idée en fait. C'était génial. Et pour moi, c'est dommage parce que ça devait être l'arc de Vegeta. C'est lui qui devait être au cœur de tout ça. Et je vais pas vous spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, Goku arrive toujours à la rescousse. C'est un gimmick de base de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Mais ce serait bien justement de casser un petit peu ce gimmick de temps en temps. Ce serait intéressant. Et bon, dernièrement, avec l'arc Dragon Ball Super Super Hero, l'un des points positifs, c'est le retour au premier plan de Gohan et de Piccolo. Même si ça, il faut le nuancer quand même grandement. Passons désormais aux échecs de Dragon Ball Super, à mon sens. Je pense quand même pouvoir dire que l'un des gros problèmes de Dragon Ball Super, c'est qu'il n'y a pas de scénario solide. Le scénario est très souvent bancal. Ils ont de très bonnes idées à chaque fois. Les arcs démarrent très très bien, mais ils ne savent pas conclure un arc efficacement. Ouais, c'est pas faux. On le voit même avec ce qui pour moi reste le meilleur arc de Dragon Ball Super, l'arc Black Goku, qui s'est conclu un peu en queue de poisson avec le bouton pour appeler Zeno, et Zeno qui annule littéralement l'univers, la dimension, la réalité de Mirai Trunks. C'est totalement pété, finalement il n'y a pas de fin heureuse. C'est original en soi, parce que pour une fois il n'y a pas de happy end,
Et d'un autre côté, c'est un peu facile. Autre gros point faible pour moi, les power-up. Donc comme je vous disais, on repart sur Dragon Ball Super Super Hero. Je vais pas m'attarder longtemps dessus, j'en ai suffisamment parlé dans pas mal de reviews. Mais les power-up sortent du cul. Très clairement, c'est l'incarnation du ta gueule, c'est magique. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Clairement. Surtout Piccolo, en fait. Parce que Gohan, bon, on peut éventuellement penser qu'il s'est un peu entraîné à côté et que pourquoi pas, même si bon, il y a toujours ses binocles. Ça, c'est un des gros points faibles de Dragon Ball Super aussi, hein, le traitement de Gohan. Gohan a été pas mal mis de côté. Pas mal de fois, on nous a teasé un retour de Gohan, mais c'était un petit peu osef. Et finalement, il retombe très souvent dans ses travers. Et là, subitement, ils l'ont mis presque au niveau d'un Migate no Gokui et d'un Vegeta Ultra Ego. Alors bon, très clairement, Goku se retient. Vegeta, on l'a pas trop vu se battre contre Gohan. Mais dans l'ensemble, bon, on va pas se cacher qu'ils se retiennent. Ils ont plus d'expérience. Ils jaugent Gohan. On va pas s'attarder sur le sujet, je vais me faire taper dessus par les pro Gohan. Moi c'est Jean-Kevin, et puis Gohan Beast il est plus fort que Goku Ultra Instinct, et puis voilà, c'est tout. Et y a pas. De toute façon, vous êtes que des fans toxiques, ceux qui aiment Goku. À savoir que j'adore Gohan, hein, c'est l'un de mes persos préférés, mais soyons lucides. C'est déjà beau qu'il arrive à tenir tête à un Migate no Gokui. Ne soyons pas naïfs au point de croire qu'il est plus fort. C'est totalement utopique de penser ça. Après, qu'il soit haut niveau, c'est autre chose. Mais bon, après, il y a différentes choses à prendre en compte. L'expérience, vraiment l'implication aussi dans le combat. On voit que Goku, voilà, il joue pas sa vie. Voilà, Gohan, on le sent vraiment impliqué, il veut montrer ce qu'il a sous le capot. Preuve en est qu'il n'était pas prêt à s'arrêter, Gohan. Hein. C'est Goku qui lui a dit « Stop, j'en ai assez vu ». Gohan était totalement dedans. Un Goku qui est vraiment à fond dans un combat, tu l'arrêtes pas. Hein. Regardez le combat contre Freezer, il aurait pu dire « Allez, ciao, crève avec la planète et moi je me tire ». Il a demandé à rester sur Namek. Il était dans son combat. Alors il y avait des raisons sous-jacentes, hein, la mort de Kulilin, tout ça, etc. Le fait qu'il avait des comptes à régler avec Frieza, mais quand même. Et puis pour en revenir au power-up de Piccolo, d'où Sharon lui dit tiens vas-y, je t'ai mis un petit bonus, voilà, d'où tu as un power-up grâce au Dragon Ball. Dans quel monde? Surtout que ça crée une incohérence majeure, puisque on l'a souvent dit, le dragon ne peut pas avoir plus de pouvoir que son créateur. Il ne peut pas réaliser de souhaits qui dépassent les pouvoirs de son créateur. C'est pour ça que Sharon ne pouvait pas, par exemple, détruire les cyborgs. Les cyborgs étant plus puissants que lui et que son créateur, il ne pouvait pas. Il y a eu tout un tas de circonstances comme ça, et c'était bien de mettre des limites au Dragon Ball. Là, non. C'est pas possible ça en fait. D'éveiller de cette manière le potentiel de Piccolo, s'il avait eu un tel potentiel, le mec passe sa vie à s'entraîner, à méditer. Il aurait pas débloqué depuis les années son potentiel? Non, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc voilà. Orange Piccolo pour moi, c'est ta gueule, c'est magique, ça sort du cul, et puis c'est comme ça quoi. Après c'est bien d'avoir Piccolo qui revient un peu au premier plan, mais bon, on pêche sur la manière en fait. On va en venir à l'un des derniers points faibles qui pour moi est le dessin de Toyotaro. Un dessin qui est bien trop inégal. Je pense notamment dû au timeline qu'il a à respecter. Il avait un petit peu plus le temps quand il était en train de chercher à rattraper l'animé. Voilà, il prenait un peu plus son temps, on l'a vu dans l'arc Black Goku. Il proposait même des choses en plus, il y avait une plus-value. L'arc Tournoi du pouvoir, il a rushé et il a bâclé. Il nous a proposé des choses qui étaient totalement incohérentes. Avec notamment Muten Roshi, qui explique un peu à Goku d'une certaine manière, en quelque sorte, quelque chose qui ressemble à l'Ultra Instinct. Mais dans quel monde? Comme dans Fukatsu no F, quand on le voit faire jeu égal avec des soldats de Freezer. Je veux bien que Muten Roshi soit quand même balèze, mais je suis même pas sûr qu'il tiendrait face à un Saibaman à la base. Donc voilà. Je suis très très heureux parce que c'est l'un de mes persos préférés, donc très heureux de voir qu'il a eu un rôle à jouer. Et quand même... Donc voilà, un dessin trop souvent inégal, un manque d'homogénéité en fait pour Toyotaro. C'est très dommage, notamment sur les personnages principaux. Pour moi, il ne sait pas dessiner Goku et Vegeta correctement, même Gohan, ça pêche, Piccolo également. Pour moi, les personnages principaux ne sont pas respectés dans leur design et parfois même dans leur caractère. C'est très dommage. Très dommage parce que on parle des personnages principaux quoi. Et on en vient logiquement au plus grand point faible de Dragon Ball Super, à égalité avec l'absence de scénario solide en fait selon moi. Goku. Goku est devenu un attardé. On le voit à la fin de Dragon Ball, le mec avant je crois que c'était le 25e Tenkaichi Budokai si je dis pas de bêtises,
Enfin, le tournoi où Baba l'a ramené pour une journée, quoi. Et on le voit, avant qu'il revienne dans le monde des vivants, il est en train de méditer, comme ça, il est sur son rocher. C'est un putain de daron, il en impose. Quand il parle, on l'écoute. Là, c'est limite, si on lui dit pas, allez, ta gueule, Kakaroto, arrête de dire des conneries, là. Il se fait troller par tout le monde. Et honnêtement, c'est rare les moments où il transpire la badassitude. Il est très souvent teubé. Et à côté de ses pompes, pour moi, ce n'est pas Goku. Il y a également pas mal de personnages qui ont été mis de côté. Je parlais de Gohan, mais on peut parler de Trunks et Goten. Ils avaient un rôle à jouer et en fait, on s'en sert que pour le gag, uniquement. Même la fusion, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une fusion réussie. Et dans le manga, ils sont utilisés uniquement pour le gag avec Gros-Tenks. Et voilà quoi, c'est Gros-Tenks et grotesque. Elle marche toujours. Elle marche toujours. Allez, de bonne facture. En conclusion, en tant que fan absolu de Dragon Ball, Dragon Ball Z, j'irais même jusqu'à dire Dragon Ball Super, parce que je reste un fan de la licence, je m'attends à mieux. J'attends beaucoup de Dragon Ball Super et de son retour. Pour ma part, je veux revoir l'animé, je veux voir l'adaptation des arcs Prisonniers de la Patrouille Galactique et Granola, et etc. parce que j'ai très hâte de revoir en fait l'animé, mais je veux voir une vraie animation, une belle animation. Mettez-nous l'animation là que vous nous avez calé au début de Dragon Ball Super Super Hero, où vous reprenez un récap de l'armée du ruban rouge, de la jeunesse de Goku, mais c'est magnifique. C'est l'animation et aux petits oignons. Quand j'ai vu qu'ils ont switché sur la CGI derrière, et comme c'était géré, j'ai eu mal aux yeux. Vraiment, j'ai pleuré du sang. Donc voilà, je veux revoir l'animé, je veux revoir un vrai scénario également avec la reprise du manga, potentiellement après le 28e Tenkaichi Budokai, et avec un vrai scénario solide, bien ficelé, bien écrit, avec justement le retour de Black Freezer, et pourquoi pas une canonisation de Kula. J'aimerais énormément, ce serait énorme de canoniser Kula, et de le faire venir, pourquoi pas en mode Golden, ou quelque chose comme ça, et d'initier quelque chose de très cool comme ça, de développer un petit peu plus le lore de la race, on va dire des démons du froid, même si c'est pas le terme officiel, mais la race du peuple de Freezer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont si peu? Pourquoi est-ce qu'on ne sait toujours pas de quelle planète ils viennent? Et voilà, j'aimerais avoir un peu plus de background là-dessus. Ce serait très intéressant. Et c'est le moment de le faire. Voilà, en résumé, pour moi, Dragon Ball Super est capable du meilleur, mais se contente très souvent du pire. Et au mieux, c'est moyen. Et nous, en tant que fans, on attend du mythique et de l'extraordinaire. Donc, faites-nous rêver, bordel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Lâchez les petits pouces bleus, likez, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche pour avoir les notifications. Soutenez la chaîne. Et puis maintenant, on va viser les 300, une nouvelle étape. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!